plus pourris de la planète, et donc ils ont cette idée. Hein? Pour vous, je mets les précautions oratoires. Parce que pour les États-Unis, le régime saoudien n'est pas pourri. Il traite Non, oui, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur que je porte sur cette boîte. C'est de montrer que cette boîte a eu l'idée géniale le 12 septembre d'aller voir l'ambassade et leur dire attention. Bon. Alors, dans le paysage, il faut penser que les Saoudiens vont se rendre compte qu'ils ne savent pas faire. Bon. Ils vont s'en rendre compte d'autant mieux que, si tu veux, il y a le petit tourbillon qui est le Qatar. Le Qatar, depuis la fin des années 80, dispose d'un budget extraordinaire quand on découvre la grande nappe de gaz, si tu veux, qui partage avec l'Iran, et donc qui est la nappe de gaz sur laquelle, tout à coup, le Qatar devient une société milliardaire et qui va très vite commencer sa politique de communication internationale, dont on voit les effets chez nous, le rachat du PSG, la création de Al Jazeera, etc. Donc, tout à coup, le monstre qu'est l'Arabie Saoudite se rend compte qu'il y a une espèce de lutin à côté qui est capable d'avoir des résultats beaucoup plus extraordinaires en termes de communication, parce qu'ils vont faire, avec l'aide de sociétés de communication, mais ils vont faire quelque chose qui est très efficace. Le problème, c'est que c'est la politique du carnet de chèques. C'est-à-dire, il suffisait d'aller à l'ambassade du Qatar et de dire « Oh, j'aime beaucoup le Qatar, d'ailleurs j'imaginais de faire un voyage scolaire avec mes élèves », et donc on sortait toujours avec un chèque. Et donc, quand il y a les bouquins de Chesneau et Malbruno, qui se sont contentés de tracer l'argent, c'est de dire « Écoutez, la politique du carnet de chèques, c'est bien, mais enfin, il y a un certain nombre de mecs qui émargent quand même sur le... » Et donc, tout à coup, ça a été un choc terrible. Et d'un seul coup, le Qatar a fermé la banque. Alors effectivement, il y a un certain nombre de gens qui ont migré, c'est-à-dire qui étaient des anciens disciples du Qatar, qui sont devenus des disciples d'Arabie Saoudite, puisque la banque était fermée. Notamment des élus qui peuvent éventuellement être candidats soit aux élections de Paris, soit aux élections présidentielles. Et donc, les Saoudiens se disent, bon, effectivement, quand on le fait la diplomatie du carnet de chèques, on se fait piéger, donc il faut faire autrement. D'où l'idée de contracter avec des sociétés de relations publiques. Ces sociétés de relations publiques, c'est elles qui vont penser la politique de communication de l'Arabie Saoudite. Plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est une politique de communication c'est un lobby qui n'a pas vocation à faire adopter un texte, tu sais, du genre on va interdire, je sais pas quoi, les pesticides dans l'agroalimentaire. C'est pas un lobby à vocation d'interdiction de texte. C'est pas un lobby pour pousser un texte. C'est un lobby qui est fait pour qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite, sauf pour en dire du bien. Donc c'est une logique complètement différente de tout ce qu'on peut avoir. Alors, comme les Saoudiens n'ont pas de problème de porte-monnaie, ils vont contracter avec les 5 majors de l'histoire de la planète, c'est-à-dire les 3 américaines, WPP, Omnicom, et je ne me souviens plus de la 3e, plus Publicis et Havas. Donc les 2 françaises, notamment Publicis, sont les 2 boîtes de communication qui évidemment remportent d'énormes marchés de communication, Publicis étant de très loin le plus gros opérateur de la communication de l'Arabie Saoudite. Alors, donc comment ça va se monter ce lobby? C'est-à-dire comment fait-on pour qu'on ne parle pas d'un pays? C'est quand même intéressant comme technique de communication. Eh bien en fait, la technique est relativement simple et extrêmement intelligente. La première, c'est que d'abord l'opinion publique, les Saoudiens s'en foutent. Hein, c'est pas leur sujet. Ce que pense le Français moyen de l'Arabie Saoudite, ça n'a aucune importance. Donc il y a 3 cibles. La première des cibles, c'est les hommes politiques. Un homme politique qui va en Arabie Saoudite, un leader, un exécutif, il faut qu'il revienne satisfait. Bon, c'est très simple, on lui signe une lettre d'intention. Alors une lettre d'intention, tu sais ce que c'est? C'est nous nous engageons à discuter pour 10 milliards de contrats. Ça ne veut pas dire que on signe 10 milliards, ça veut dire le type revient, Valls revient à Paris, et il dit regardez, avec moi, 10 milliards de promesses de contrats, ça marche. C'est une date. Pardon? Tu connais la date? C'est-à-dire? Tu as un rendez-vous, tu crois que tu vas conclure, mais tu conclus pas. Ah, je connais pas l'expression. Mais pareil avec Trump. Trump va en Arabie Saoudite, lui c'est 110 milliards. Valls c'était 110 milliards. Il n'y a pas eu de contrat après. Hein. Mais c'est important, c'est que l'homme politique revient dans son pays et dit regardez, j'ai bien travaillé. J'ai bien travaillé, puis c'est un client qu'on ne peut pas mépriser. Deuxième cible, c'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, la grande idée de Mohamed Ben Salman, c'est la cité Neom, la cité du futur, où les livraisons se feraient avec des drones, où il y aurait tout serait câblé, enfin bon. Donc c'est la cité high-tech qui va d'un seul coup faire le basculement de l'économie pétrolière à une économie de la haute technologie. Bon. On te promet 500 milliards de dollars, tu es invité au Davos du désert, tu te dis 500 milliards de dollars, ça suscite le respect. Donc même si je gratte 0,5%, je suis riche. Bon. Donc les hommes d'affaires rentrent toujours de Davos très satisfaits. Du Davos du désert, toujours très satisfaits. Bon.
Ce qui est un peu le point de poil à gratter, si tu veux, sur lequel il faut se pencher, c'est que Mohamed Ben Salman n'est pas le premier leader saoudien à promettre la cité du futur. Fahd, il en a promis 2 ou 3, les autres en ont promis chacun, avec toujours l'idée que on va transformer l'économie essentiellement pétrolière à une économie de la haute technologie. Bon. Ça pose quelques petits problèmes sociologiques, c'est-à-dire mettre au boulot des Saoudiens qui sont habitués à la rente, à la gratuité de l'eau, à la gratuité de l'électricité, c'est pas évident, tu vois. Bon. Une kyrielle d'esclaves qu'on ne respecte pas. pas. Alors oui, effectivement, il y a les immigrés, mais enfin bon, c'est pas ceux-là auxquels le discours est destiné. Alors ensuite, deuxième chose, tu veux faire une cité de la haute technologie en faisant venir des PME, tu vois, de pointe. Tu vas aller convaincre une PME française leader dans son marché d'aller s'installer dans un pays où le code du commerce, c'est la charia. Donc, aucun de ces projets n'a jamais été réalisé. Mais évidemment, tu réamorces la pompe à chaque fois en disant, mais attendez, celui-là, c'est le vrai, c'est celui qui va marcher, 500 milliards de dollars, encore une fois. Bon. Donc, les hommes d'affaires, ils vont à Davos, et on connaît le savoir-faire de l'organisateur de Davos, les types rentrent toujours satisfaits. Ils ont droit à un entretien avec un conseiller du prince, etc. etc. Donc, eux, ils se taisent. Troisième cible sociologique, c'est les leaders de la communauté musulmane à l'étranger. Les leaders de la communauté musulmane à l'étranger, le postulat est simple, vous critiquez l'Arabie Saoudite, vous critiquez l'islam. C'est gênant. Alors, comme le produit phare de l'Arabie Saoudite pour les musulmans, c'est le pèlerinage, et quand tu vois qu'au CFCM, tu as un certain nombre de mecs qui possèdent des agences de voyage, et dont le produit pilote, c'est quand même le pèlerinage. Le CFCM, c'est quoi ? Oui, pardon. Le Conseil français du culte musulman, tu as quelques individus, si tu veux, qui ont comme activité principale des agences de voyage. Et évidemment, dans ces agences de voyage, le produit phare, c'est le pèlerinage à la Mecque. Donc, si tout à coup l'Arabie Saoudite leur dit « Ah oui, mais cette année, il y aura moins de visas parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, etc. » Bon, donc... ils ont fait intégrer l'idée qu'effectivement, pour des leaders de la communauté musulmane, critiquer l'Arabie Saoudite, c'était critiquer l'islam. Bon. Donc, une fois que tu as réuni ces 3 faiseurs d'opinion, bah, tu es tranquille. Encore une fois, l'opinion publique, tu t'en fous. Donc, le savoir-faire de ces boîtes de relations publiques, c'est d'avoir décliné tout ça. Alors, il faut quand même quelques propagandistes, quand même. Tu ne peux pas rester sur un simple silence. Donc, comment est-ce que se monte le système ? Si tu veux, je te racontais l'épisode de Coris, donc cette boîte qui a été rachetée par Publicis. Le système est une espèce d'arborescence. C'est-à-dire que tu as effectivement le commanditaire supérieur qui est l'Arabie Saoudite, mais entre le contrat qui est passé entre l'Arabie Saoudite et un de ces 5 grands acteurs, un de ces 5 grands acteurs va prendre des sous-traitances, il va prendre des sous-traitances, il va prendre des sous-traitances. Et donc, quand tout à coup on reçoit une invitation pour visiter l'Arabie Saoudite, parlementaire, sénateur ou autre, bon, ben officiellement, l'individu n'est pas invité par l'Arabie Saoudite, il est invité par une boîte de com, etc. etc. Et ensuite... ben, ça laisse bonne conscience, si tu veux, pour dire on est invité, on visite, on découvre. Bon. Après, c'est la nature des questions que tu veux bien poser. C'est-à-dire, est-ce que tu veux demander qu'est-ce qui est devenu Loujaïn Alatloul, tu sais, cette fille qui s'était permis de conduire alors qu'elle n'était pas autorisée à le faire, qui a été immédiatement internée, qui a été condamnée à 3 ans de prison et qui vient d'être libérée sous la pression internationale. Bon, tu ne poses pas une question là-dessus, ça fait des ordres, tu vois, même quand il y a des sommets du G7 ou du G20, on ne va pas déranger l'ordre protocolaire. Donc, du moment qu'on arrive à sauver la face, bon, il y a même eu une sénatrice qui a osé déclarer que le programme de déradicalisation saoudien était efficace et qu'il faudrait s'en inspirer. Bon. Simplement, quand tu transformes un salafiste en wahhabite, le chemin est plus court que pour faire d'un démocrate d'un salafiste, tu vois. Donc, effectivement, tu te dis... il y a quand même des remarques qui pourraient être effectivement un peu tempérées. Donc ces propagandistes-là peuvent servir, si tu veux, de temps en temps pour dire, moi je suis allé en Arabie Saoudite, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, donc le système est un système qui marche bien. On estime que grosso modo, l'Arabie Saoudite doit dépenser à peu près 2 à 3 milliards par an, si tu veux, uniquement en politique. Sur la France ou mondiale ? Pardon ? Que sur la France ou mondialement ? Écoute, c'est uniquement pour les entreprises dont on connaît les contrats. Ce qui ne veut pas dire que ce soit la totalité de la somme. Mais donc on voit bien que... Alors, il y a aussi un thème de communication qui est extrêmement intéressant pour l'Arabie Saoudite, c'est que à chaque fois que, tu sais, l'ordre protocolaire, l'ordre de succession, est ce qu'on appelle un ordre adelphique. L'ordre adelphique, c'est que Abdelaziz ibn Saoud, le père fondateur, avait eu 12 femmes. Alors tu sais que pour respecter les règles de l'islam, ils n'en avaient que 4 à la fois, hein, quand même. C'est un homme qui était très croyant, donc il en divorçait d'une quand il en prenait une nouvelle. Donc avec ces 12 femmes, il a eu je ne sais combien d'enfants, ou 52 je crois. Et donc
l'ordre de succession, c'était le premier fils, le premier mâle de la première femme, auquel succédait le premier mâle de la deuxième femme, auquel succédait le premier mâle de la troisième femme, et ainsi de suite. Bon. Ce qui t'explique que tous les rois d'Arabie Saoudite sont tous des nonagénaires aujourd'hui, puisqu'ils étaient tous du même père, si tu veux, avec quelques années de différence. Bon. Ce qui s'est passé avec Salman, l'actuel roi, c'est que celui-là, il devait arriver probablement en bout de chaîne, ou en tout cas celui qui lui succédait était peut-être plus vieux que lui, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il décide de nommer son petit-fils, Mohamed Ben Salman. Bon. Donc Mohamed Ben Salman, la belle gueule, le mec, il peut faire la couverture de n'importe quel magazine sur papier glacé. Tout à coup, on dit « Ah, celui-là, c'est l'homme du changement ». Simplement, quand tu regardes qu'à chaque fois qu'il y a eu un roi qui a succédé à un autre, c'était toujours l'homme du changement. C'est-à-dire, comme on ne savait pas quoi dire sur ce qui se passait dedans, à chaque fois on dit « Ah non, mais celui-là, on le connaît, c'est l'homme du changement ». Donc, il n'y a pas de pays plus immobile que celui-là, mais qui était toujours qualifié en cours de changement. Or, il n'y a jamais eu aucun changement. Le premier qui a commencé à autoriser les femmes à conduire, c'est à la suite de l'affaire Al-Atloul, c'est-à-dire, en fait, il y a 4-5 ans. Bon. Donc, tu vois, ce système de communication consistant à dire, mais attendez, celui-là, vous allez voir, il va changer, c'est faux. Mais il n'y a jamais ce retour en arrière. C'est comme les grandes cités d'high-tech qui vont se construire en Arabie Saoudite. Si tu fais un minimum de retour en arrière, tu t'aperçois qu'il n'y en a jamais eu aucune qui a vu le jour. Il y a même des immeubles vides, si tu veux, à Riyad, parce que ces immeubles sont occupés par personne. Comment la France doit se positionner par rapport à ça? Est-ce qu'il y a encore une France? Ou est-ce qu'on est dirigé par une petite caste qui est cupide et en mal de pouvoir, qui se laisse subordonner? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se positionner et dire, bon, bah non, ça suffit, quitte à subir les conséquences commerciales et économiques que ça implique. Qu'est-ce qu'on fait? On reste le pays des droits de l'homme et on fait cocorico comme le coq en haut de son tas de fumier à 6 h du matin, ou on continue de baisser la tête et picorer des graines par terre? Bon, d'abord l'acteur principal sur le plan géopolitique, c'est les États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut adopter n'importe quelle position, ça n'aura qu'un effet très partiel, évidemment, sur l'évolution du système saoudien. Le seul pays qui a suspendu les ventes d'armes, notamment à cause du Yémen, c'est l'Allemagne. Tous les autres... La Suède, non? Oui, là, actuellement. Mais c'est à propos de l'affaire du Yémen, si tu veux. C'est pas à propos de l'affaire Khashoggi. Il y a eu évidemment le mélange des deux, mais en tout cas, Merkel est la seule à avoir décidé effectivement d'arrêter les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Bon. Mais sinon, tous les autres, ça a été comment trouver un faux fuyant pour dire oui, mais attendez, tout ça c'est si grave, il faut que l'enquête arrive à son terme, etc. Il y a une enquête qui a été faite par l'ONU, par une Française qui s'appelle Agnès Calamar, qui a conclu à la responsabilité complète de la hiérarchie, en particulier de l'entourage de Mohamed Ben Salman, pour dire qu'effectivement, il n'y avait aucun doute là-dessus. La France pourrait être poursuivie pour crimes contre l'humanité avec ces ventes d'armes à l'Arabie Saoudite qui ont été utilisées. Alors, sur le cas de l'Arabie Saoudite, oui, mais enfin, encore une fois, les ventes d'armes en elles-mêmes ne posaient pas de problème politique. Moi, je sais, j'en ai fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite, quand elles achetaient des armes, et Dieu sait qu'elle y mettait de l'argent, elles n'achetaient pas des armes pour faire la guerre. Elle achetait des armes pour des garanties de sécurité. L'Arabie Saoudite n'a jamais fait la guerre à Israël. Or, la frontière dans le golfe d'Aqaba est à une trentaine de kilomètres. Entre Eilat et la frontière saoudienne, il y a une trentaine de kilomètres. Une fois, ils ont envoyé une brigade au cours de la guerre des 6 jours en 67, mais le temps que la brigade arrive en Jordanie, la guerre était finie. Bon. Donc, il n'y a pas de contentieux militaire avec Israël. Mais par contre, c'est un pays qui, effectivement, doit avoir un budget de défense supérieur à la France, par exemple. Donc, tu te dis pourquoi toutes ces armes, si ce n'est justement parce que ça achète des garanties de sécurité, ça achète une relation stratégique, et effectivement, quand tu es dans un pays démocratique, tu te dis, bon, tant que ces armes ne servent pas, il n'y a pas de quoi se préoccuper. Bon. Une petite remarque toutefois, on n'a jamais vendu d'avions de combat en Arabie Saoudite. Donc, ce n'est pas la peine d'accuser Dassault de la politique saoudienne. Dassault n'est certainement pas le pilote, si vous voulez. Ce n'est pas l'industrie de l'armement qui est pilote dans cette affaire. J'ouvre une parenthèse. Avec ce qui se passe, les marchés de vente d'armes, la France a vendu des armes à l'Inde et il y a un gros scandale de corruption qui est en train de sortir en ce moment. Est-ce que tu as un avis dessus quand on entend que... ça a un peu arrosé de partout pour pouvoir emporter les marchés? C'était l'ancien temps, ça se fait toujours, mais ça se dit moins. Qu'est-ce qui se passe? Non. Les affaires de corruption sur les marchés d'armement sont aussi vieux que les marchés d'armement. Bon. Pourquoi? Parce que c'est une vente dans laquelle ce sont un État qui vend à un autre État, ou en tout cas qui fait un accord bilatéral qui est couvert par le secret défense. Bon. Donc, à partir de ce moment-là,
l'État acheteur, si tu veux, va accepter de payer une surfacturation